communauté a été fondée par Karine Goglio-Primard, ici présente, rapidement rejointe par Florence Crespin, qui est également présente. Et nous travaillons à développer les interactions dans ces deux mondes, académiques et praticiens, pour les gens qui sont concernés et passionnés par le modèle des communautés, notamment des communautés de connaissances. Alors c'est un vocable qui regroupe un petit peu des communautés de pratique, internes, également mixtes, également externes. Et puis, ne voulant pas rester seulement centrés sur notre domaine de passion et d'observation, nous avons organisé une veille sur tout ce qui est domaine de l'innovation collaborative. Et faisant cette veille, eh bien, nous nous sommes dit que c'était intéressant de la partager avec notre réseau. D'où l'organisation d'un certain nombre de conférences qui sont donc, comme je vous le disais, sur le domaine de l'innovation collaborative. Alors aujourd'hui, notre conférence prend une forme particulière, c'est celle d'une table ronde avec l'accueil de deux sociétés, la société Spi-Batignolles, qui est ici représentée par Alexis Mermet, vous le voyez en encart, en fantôme, tout de suite. Alexis est directeur de la qualité de réalisation et d'innovation technique pour le groupe Spi-Batignolles. Il sera accompagné par Céline Bricon, qui est responsable de la transformation digitale opérationnelle chez Spi-Batignolles, et également de Siam Amokran, qui est responsable management BIM chez Spi-Batignolles. L'autre société qui est invitée est Burkert. Burkert sera représenté par Frédéric Ruffy. Frédéric est depuis toujours dans le développement des produits. Il est responsable de recherche et développement pour le domaine des capteurs au sein de cette société, qui est une société allemande, avec un domaine d'intérêt qui est l'innovation et tout particulièrement dans la régulation des fluides. Et puis cette table ronde sera animée par Olivier Dupouet. Olivier Dupouet est un professeur, chercheur à Catch Business School. Sa formation est en sciences économiques et aujourd'hui il enseigne les systèmes d'information à Catch Business School, avec là encore un focus particulier de ses recherches qui porte sur les communautés de connaissances et d'une manière élargie la gestion des connaissances et l'apprentissage organisationnel. Alors, les modalités, donc vous allez avoir un témoignage, c'est la société Burkert avec Frédéric Ruffy qui va commencer, sur le thème qui nous mobilise aujourd'hui, tout comme Spi-Batignolles, ce thème va traiter des évolutions organisationnelles dans ces deux sociétés sur la thématique de la conjugaison, de l'exploration et de l'exploitation. Nous verrons en quoi les communautés ont une place et un rôle particulier. 20 minutes de présentation côté Frédéric, 20 minutes de présentation pour l'équipe de Spi-Batignolles, et derrière une mise en lumière par Olivier Dupouet qui va également traiter les réponses que vous n'allez pas manquer de poser, j'en suis certaine, au travers du chat tout au long des présentations. Et ces questions sont engrangées pour être traiter et nourrir le débat qui sera animé par Olivier, et puis questions que vous pourrez également poser en direct, mais pas pendant le temps d'exposer des deux sociétés, parce qu'on va les laisser dérouler ce qu'elles ont à nous dire. Une première chose, pour être sûr que vous avez repéré le bouton du chat, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez aujourd'hui, les uns et les autres? Voilà, ça revient. Parfait. Alors, le collaborateur, il n'y a rien de très différent de ce que vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser, Teams, Skype et autres, Zoom, etc. Nous avons la possibilité d'enregistrer cette conférence, et donc c'est le cas. C'est parti. Ça veut dire que pour les gens qui souhaiteraient la revoir, elle sera disponible dans la restitution avec les documents qui vont vous être présentés. Vous aurez le lien pour pouvoir revisionner ou partager cette conférence. Je vous rappelle que notre état d'esprit au niveau du KCO, c'est vraiment l'entraide, le partage de bonnes pratiques, l'ouverture et l'essaimage des choses qui nous paraissent intéressantes. Donc n'hésitez pas. Elle sera également disponible sur notre site KCO qui est en cours de développement. Sera finalisé, j'espère, à la fin de l'automne, ainsi qu'avec toutes les conférences qui ont été passées, vous pourrez revisionner
ce que nous faisons au niveau du KCO. Voilà. Je vous invite à couper vos micros pour tous ceux qui ne vont pas être Frédéric dans l'immédiat, puisque Frédéric Ruffy va prendre la parole. Ça permettra d'assurer une qualité de son qui soit meilleure. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Frédéric, Oui. c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Catherine de me laisser la possibilité effectivement de parler des communautés chez Burkert. Alors, je me suis permis de faire la présentation en anglais, de la laisser en anglais, comme ça, s'il y a des gens qui vont à l'international, ils pourront aussi, pourquoi pas, l'utiliser. Je vais vous présenter dans un premier temps, mais bien sûr, ça va pas être le focus, la société Burkert, ce qu'on fait, puisque je pense pas que vous, contrairement à Spi Batignolles, je pense que vous savez pas forcément ce qu'on fait. Et puis après, petit à petit, je vais vous expliquer aussi l'organisation de Burkert et comment on est arrivé sur les communautés. Et puis finalement, vous donner de façon très pragmatique comment on utilise les communautés. Ça fait pas mal d'années qu'on a des communautés, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et puis, bien sûr, à la fin, répondre à vos questions. Alors, Burkert, alors sans tomber dans les chiffres, je vais vous présenter la société. C'est l'ETI classique allemande, hein. On sait qu'il y a des grosses différences entre la structure industrielle allemande et française. Alors, en groupe, On a perdu le son. qui a commencé pour la petite histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Le son a été coupé. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui. Oui, c'est revenu, Frédéric. Oui, j'ai coupé la caméra, comme ça peut-être ça améliore les choses. Vous m'entendez de nouveau? Oui. Ok. Donc en fait, c'est une société qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale par Monsieur Burkert. On appelle ça les sociétés de garage. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une grande demande en nourriture. Et Monsieur Burkert, il a inventé une couveuse régulée en température. Donc puisqu'on avait des besoins en nourriture assez importants, notamment en poulet. Et donc il a créé, d'ailleurs le prototype est toujours à l'entrée de la société, une couveuse où à tous les coups, ben, il y avait des poussins et on régulait effectivement la température au sein de cette couveuse automatiquement. Puis petit à petit, l'entreprise s'est développée. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont développées à cette époque-là, donc après la Deuxième Guerre en Allemagne, jusqu'à devenir des entreprises. Ben, actuellement, on est plus de 3000 personnes. On est présent dans 36 pays dans le monde. On est principalement au niveau de la fabrication présent en Allemagne et en France. Donc ça, c'est aussi une volonté des actionnaires d'être très présents en Europe au niveau de la fabrication. On a des usines présentes en Chine et aux États-Unis, mais c'est vraiment pour le marché local. Donc on a quelques règles au niveau de la société. Il y a 3 règles pour montrer aussi la, la philosophie ou la vision humaniste de l'entreprise. Ben, on va pas produire dans des pays à bas coût pour rapatrier les produits en Europe. Donc ça, c'est une première volonté. De manière générale, on n'a pas le droit de travailler dans le nucléaire et l'armement. Ça, c'est plutôt une vision, voilà, c'est plutôt une vision philosophique des actionnaires. Et puis une troisième dimension qui est assez particulière, mais qui aide aussi pour avoir une vision long terme. Les actionnaires ne retirent aucun bénéfice de l'entreprise, donc aucune dividende, tout est réinjecté dans l'entreprise. Et ça, c'est assez intéressant parce que après, si on parle des communautés, si on parle des risques, si on parle de la confiance, ça veut dire aussi qu'on a quand même une stratégie moyen et long terme. C'est-à-dire, on va pas avoir une stratégie à 1 an, à 2 ans, mais on va vraiment pouvoir développer, et notamment c'est très agréable pour la R&D ou l'innovation en général, de pouvoir développer à long terme. Bon, je ne viens pas sur le chiffre d'affaires, peu importe. Ce qui est
Alors, je passe alors, les produits, hein, les produits, nous, on est dans le B2B. Alors là, vous voyez un ensemble de produits. Oh, j'ai perdu la présentation. Merci. Je suis revenue, Voilà, je Frédéric. repasse sur les produits. Oui, Merci, merci. Alors, les produits, c'est qu'on a développé, hein, on fait plus des couveuses, mais on fait des électrovannes, donc on va dire c'est des robinets intelligents. On fait des électrovannes, on fait des capteurs, et tout ça pour réguler les fluides. Et réguler les fluides, ça veut dire quoi? Ça veut dire emmener un fluide d'un endroit à un autre et par exemple faire du dosage. Donc on est très présent, notamment des applications que vous pouvez imaginer sur des machines à café. Donc des machines à café dans les restaurants, ça c'est des grosses quantités. On fait aussi du dosage de médicaments. Actuellement, on est en train de travailler sur le vaccin aussi avec les Chinois, en fournissant du matériel pour des bioréacteurs en Chine pour le vaccin, pour le Covid. Donc, on dose pas mal dans le pharmaceutique. On fait aussi de l'analyse dans de l'eau. Donc, tout ce qui est eau potable dans les stations de traitement, on est capable de fournir des capteurs. Donc, partout où il y a un fluide, donc un fluide, ça peut être un liquide ou un gaz, on est capable de le doser, de le réguler. Donc c'est du B2B et notamment, ben, j'y pense souvent quand je vais chez mon dentiste, tout ce qui fait tourner les fraises, donc de l'air, ou quand vous rincez la bouche, ben voilà, nous on a des systèmes qui sont développés pour réguler ces fluides. Les domaines d'application, comme j'ai dit, pharmaceutique, médical. On a aussi le domaine de l'eau. On a ce qu'on appelle la microfluidique aussi. C'est tout ce qui est nouvelle génération de machines. On a développé avec une start-up française aussi une machine pour le traitement de la mucoviscidose où on fait le médicament, ce qu'on appelle le point of care, au plus proche du patient. Donc voilà, ça c'est pas mal d'applications. Maintenant, si on vient un peu au niveau de la R&D, on a trois R&D. On a une R&D donc au siège, alors qui est au grand nord de Karlsruhe, hein, à Engelfingen, c'est dans une vallée. Ensuite, on a Karlsruhe, donc qui est à la frontière française, et on a Trimbaroval qui est au sud de Strasbourg, qui est la troisième R&D, avec un centre de compétences dans le domaine des capteurs. Tout ça aussi, comme on est une ETI, on est une société allemande, l'intégration est très forte. Ça veut dire que globalement, tous les services sont on a très peu de hiérarchie. Moi, je ne dépends pas directement du DG du site, effectivement, sur Trimbar. Je dépends d'un responsable innovation groupe qui est en Allemagne. Et donc, toutes les communautés, ça aussi, ça peut être intéressant. Toutes les communautés sont vraiment, je dirais, franco-allemandes ou avec aussi d'autres nationalités encore. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un mix culturel, mais il y a également un mix de compétences. Voilà. Alors, ça c'est un slide assez important parce qu'il va expliquer comment on travaille au niveau de l'innovation de manière globale. Donc sur la partie en haut à gauche, on a bien sûr des choses, des process, hein, on est quand même une société allemande. Donc on a les process, on a l'infrastructure. On a l'infrastructure pour le management de projet. Donc on a différentes méthodologies. On a l'infrastructure pour les process de développement des produits. Donc aussi bien avec on va dire du front-end, de l'analyse avec le marketing, jusqu'à livrer le client avec des produits ou des services. Ensuite, on a mis en place des générations d'idées et ça, c'est fait au niveau des communautés. Et ça, c'est le lien avec les communautés, donc la partie à droite, puisque dans les communautés, on va traiter l'open innovation. On va avoir les cercles d'experts, donc les communautés d'experts technologiques, et on va avoir aussi le lien avec les communautés de nos clients et le lien avec les différents membres de ce qu'on appelle les équipes d'application qui sont, on va dire, si je schématise, le marketing. Tout ça, en fait, n'est valable et ne marche puisqu'on est vraiment entre la PME qui a grandi et on va très fortement vers le grand groupe. Et tout ça ne marche que si on a un aspect culturel qui reste très présent.
Donc, je l'ai dit, il y a une hiérarchie très plate, il y a pas mal de prises d'initiative, il y a beaucoup de confiance dans les employés. Mais comme on est en train de grandir, effectivement, il faut quand même une certaine structure. Et ça vient, on vient un peu au débat d'aujourd'hui. Donc, ce qui est le plus important, moi je dis toujours, quand la confiance est là, on n'a pas besoin des process. Donc, on fait confiance aux différentes personnes pour innover ou pour avoir de nouvelles idées, pour faire avancer les idées. Mais on est quand même obligé d'avoir un certain process, une infrastructure, puisque on est en train de grandir vers, je dirais, une organisation grand. Alors, si on vient aux communautés technologiques, elles sont organisées, donc il y a un comité de direction qui s'appelle le TAT, et ensuite il y a différents groupes et sous-groupes. Là, alors là, on voit les différents sous-groupes. Actuellement, on est en train encore de splitter dans différentes communautés technologiques qui sont en train d'éclore de manière assez spontanée. Et donc, vous voyez que les différents domaines tournent autour, bien sûr, du contrôle des fluides. Donc, ça va sur des domaines comme les capteurs, comme la simulation, comme des modélisations pour l'automatisme, l'électronique, les principes de fabrication, le software, donc tous les développements algorithmiques, avec chaque fois une partie, on va dire, organisation, où on a des discussions en interne pour savoir effectivement quelles sont les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on peut apporter, quels sont les nouveaux projets. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Ce qui est important aussi, il y a quelques années, quand moi je suis arrivé, ça fait 22 ans que je suis chez Burkert, on avait ce qu'on appelait des cercles d'experts, qui étaient les premières communautés qui ont émergé assez naturellement. Et puis finalement, les gens, ils étaient contents de se voir et ça s'est essoufflé très rapidement, très rapidement. Et ça fait que quelques années qu'on a recréé des communautés et toujours avec un mixte avec un objectif commun qui vient du groupe, qui est de valider une roadmap de développement de produits. Et après, il y a des objectifs qui se sont fixés, qui sont vraiment divers et variés, qui sont fixés par les communautés elles-mêmes. Et c'est ce mixte, en fait, qui nous permet effectivement que les gens soient motivés et qu'on puisse être visible aussi et qu'on puisse montrer les résultats concrets de ces communautés au niveau de la direction. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, on a créé ce qu'on appelle les 5 Days Awards. Donc, c'est vraiment une génération d'idées. Donc, tout employé au niveau des bureaux d'études ou de l'industrialisation ou des équipes de support sont capables d'avoir une idée. Donc, ils vont générer une idée. On va les discuter dans ces communautés. On n'a pas possibilité de refuser ces idées. On va aider la personne qui a cette idée à monter, peut-être à chercher un sponsor aussi, parce qu'il faut quand même avoir un sponsor. Faut quand même quelqu'un qui dise, tiens, dans les 3000 personnes, ça peut être une idée intéressante pour développer quelque chose. Et en fait, une fois que le 5 Days Awards est bien monté, ben, la personne, elle gagne 5 jours, alors ça peut être plus que 5 jours, pour travailler sur son projet. Et donc ça, on n'a pas le droit de refuser et on lui accorde ces 5 jours pour commencer à monter son projet. Et puis finalement, on le monitor dans ces communautés, on l'aide, et ensuite on a différents doigts, soit effectivement cette idée est intéressante et après ça débouche sur un projet, soit pas dans la priorité absolue actuellement, donc on le met dans une bibliothèque et on la garde. Et puis, ce qui se passe assez régulièrement, excusez-moi, ce qui se passe assez régulièrement, c'est on l'intègre déjà à des projets existants. Donc ça, c'est intéressant parce que la personne, elle voit vraiment que son idée va pouvoir rapidement déboucher sur quelque chose, sur un produit, un service, ou va pouvoir modifier ou améliorer un produit existant. Ensuite, alors, vous avez chargé le PDF, vous avez envoyé le PowerPoint, parce qu'il manque des slides, je suis désolé. Ah, c'est pas le bon PowerPoint, Frédéric? Non, parce qu'en fait, il y a 2-3 slides, j'avais fait un PDF parce qu'il y a peut-être des slides qu'on ne peut pas diffuser. Si vous pouvez juste recharger le premier PowerPoint que j'avais envoyé. Ouais, effectivement, c'est la version PowerPoint.
Alors, peut-être que n'hésitez pas à poser des questions pendant que je vais aller le chercher. Sinon, je peux continuer, hein, il n'y a pas, voilà, Oui, je pense que ce sera c'est plus un rapide, ça support, va prendre trop de temps. voilà, c'est un support, voilà, on peut le télécharger. Euh, Alors, ce qui est intéressant, voilà, il y a quelque chose d'assez flexible, donc qui est ces 5 Days Awards, où la communauté s'organise, aide la personne à monter ses projets. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi, et c'est ce qui est demandé par le board du groupe, c'est de valider des roadmaps de développement. C'est-à-dire, nous, on peut proposer des projets technologiques. On va travailler avec le marketing, avec tous les gens qui font du développement en montant des propositions de projets. Et tout ça, ça se fait assez naturellement. C'est un process qui dure 12 mois, donc qui commence au mois de juillet, qui termine en juillet par une validation du board. Et donc, on va proposer des nouveaux projets. Et on travaille ensemble, donc les communautés, on va dire, technologiques et techniques, parce qu'on peut proposer aussi des projets technologiques. Et de l'autre côté, on a les communautés, on va dire, marketing et orienté client. Et tous ensemble, on va monter ces projets. Puis finalement, petit à petit, on voit qu'il y a des filtres qui se mettent en place assez rapidement et que on arrive donc au bout de 12 mois, donc on a des réunions, on va dire une fois par mois les derniers 6 mois, et on filtre nous-mêmes ces projets. Et on arrive au mois de juillet à proposer une roadmap donc pour les 2 prochaines années au board. Et je dirais, c'est un processus qu'on a mis en place les 3 dernières années. Et en fait, le board ne décide plus, c'est-à-dire il va juste prendre acte de la roadmap, la valider, va pouvoir poser peut-être 2, 3 questions, mais va valider cette roadmap de manière naturelle parce que le travail aura été fait en amont. Et ça, c'est une grosse nouveauté par rapport à des années précédentes où finalement les roadmaps étaient assez mal préparés et puis le board avait à trancher ou à prendre des décisions alors que finalement ils avaient peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Donc ça c'est une grosse plus-value des communautés. Je dirais dans la direction de 2 choses, c'est que on a des résultats concrets, on fait des propositions sans que le board n'ait à trancher et de manière parallèle dans ces communautés. Donc ça, c'est notre objectif, on va dire, dur. On a toujours une partie, on va dire, figure imposée. Et puis on a une partie qui est une partie figure libre, qui est de travailler, par exemple, sur écrire des white papers, participer à des conférences, intégrer d'autres personnes dans les communautés technologiques. Parce qu'il faut savoir que dans les communautés technologiques, on n'a pas simplement, bien sûr, des experts, on en a beaucoup. On a également des gens ce qu'on appelle New Business Development, donc qui sont en recherche de sociétés à acquérir, qui sont en recherche de partenariats. On intègre également des gens des usines de production, donc qui sont orientés aussi technologiques, mais qui peuvent être orientés très production, donc qui sont également intégrés à ces cercles technologiques ou à ces communautés technologiques. Et ensuite, on intègre également, puisque notre grosse force est de faire du développement sur mesure. Hein. On n'est pas une grosse société on fait pas des millions de pièces. Hein. On est orienté vraiment sur des pièces plus ou des quantités moindres. Et finalement, on fait pas mal de ce qu'on appelle du customize. Et donc, il y a pas mal de bureaux d'études aussi qui travaillent très proche des clients. Vous venez demain chez Burkert, si Spibatigno vient demain chez Burkert et on veut développer un capteur pour l'habitat, on est capable de le faire de A à Z. Et donc, il y a aussi des personnes qui sont très proches de nos clients qui participent à ces communautés d'experts. Donc, finalement, en résumé, et ça sera peut-être la conclusion, l'expérience qu'on a vue depuis pas mal d'années, c'est que pour garder une motivation à la fois des équipes sur plusieurs années, c'est vraiment avoir des objectifs tangibles,
et des objectifs, en fait, on va dire, beaucoup plus diffus qui peuvent venir de la communauté. Et de l'autre côté, aussi peut-être discuter avec la direction ces objectifs tangibles pour avoir aussi un payback qu'on puisse donner à une entreprise. Parce qu'on est quand même une entreprise privée, au final, il faut quand même qu'on gagne de l'argent. Et finalement, faut avoir un soutien commun, et peu importe le changement de management, donc en gros de prouver que les communautés servent à quelque chose. Et ça, c'est important. Et important de le prouver à la direction, mais encore plus important de le prouver aux gens qui sont dans les communautés. Donc il faut à la fois que ça soit flexible, mais à la fois aussi qu'on puisse avoir des objectifs qu'on puisse mettre en avant. Donc voilà, vous retrouverez. Bon, il y avait d'autres slides, c'est pas grave, mais voilà en gros ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai respecté mes 20 minutes. Voilà, ça c'est le process. Voilà, très rapidement, c'était le process. Si on revient juste sur le slide d'avant, c'était le process qui dure 12 mois. Donc ça, je voulais expliquer avec un filtre. Hein, et à la fin, on voit une roadmap qui vient. On travaille avec différentes communautés. Et bon, la conclusion, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ce qui est important aussi, c'est qu'on laisse du temps. On laisse vraiment du temps, c'est ce que je peux encore montrer aux collaborateurs. 20% du temps est fait pour que les gens puissent travailler dans ces communautés. C'est aussi important parce que c'est aussi un objectif dur hein, qui sont dans les revues, parce que finalement c'est très facile quand on a des objectifs de développement de chiffre d'affaires, quand on est dans des difficultés suite au Covid, de dire ben bon les cercles technologiques, les communautés, c'est bien, mais maintenant on va travailler sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est clairement aussi chaque manager doit pour ses équipes inscrire le taux. Alors 20%, ça peut être plus, ça peut être moins, mais combien de pourcents ou combien d'heures chacun investit dans ces communautés. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour cet exposé. C'est pour moi qui anime et qui connaît les communautés, je dirais que ça me fait rêver. Alors, on a sûrement tous beaucoup de questions. C'est très très riche. N'hésitez pas à mettre vos questions par chat ou vos réactions. Hein. Pour autant, dans le système d'animation qu'on vous a proposé, on va passer tout de suite la parole à l'équipe de SPI Batignolles qui va également témoigner parce qu'il va y avoir un certain nombre de points communs et vous aurez accès donc ensuite avec l'animation d'Olivier Dupouet à la possibilité de poser toutes vos questions. Je passe la parole donc à l'équipe de SPI Batignolles, donc avec Alexis Hermès, Céline Bricogne, et puis Stéphane sera là également pour répondre à des questions. Alors on va changer de support. Ouais, bonjour à tous. Donc si le support arrive. Alors moi j'évite de mettre ma caméra parce que sinon j'ai peur que ça saute. De toute façon vous allez voir ma trombine dans le slide suivant. Donc c'est parti. D'abord pour se présenter, moi je vais laisser Céline et Siem d'abord se présenter en 2 mots. Bon, je vais en premier, Céline. Vas-y, Siem. Je vous laisse enchaîner. Donc bonjour à tous, Siem Amokrane. Donc je suis responsable management BIP pour la construction Île-de-France. Donc et je suis chez SPI Batignolles depuis septembre 2018. On va dire depuis 2 ans. Donc Céline Bricogne, j'accompagne en fait la transformation digitale opérationnelle pour l'ensemble des filiales du groupe SPI Batignolles et ça fait 16 ans que je fais partie des équipes de SPI Batignolles. Donc moi Alexis Hermé, donc directeur de la qualité de réalisation et de l'innovation technique pour le groupe. 25 ans d'entreprise chez SPI Batignolles. J'ai exercé différents métiers et aujourd'hui, donc dans mon périmètre, l'idée c'est justement d'explorer et de pouvoir déployer de nouvelles solutions au service de notre production avec la qualité de réalisation et l'innovation technique. Alors rapidement, 2 parties dans la présentation. Bon, je vais vous présenter en un slide l'entreprise, bien sûr, mais moi, je vais essayer de vous expliquer comment
comment sont venues les communautés, la mise en place de communautés chez SPI Batignolles. Et Céline enchaînera derrière moi pour expliquer un petit peu, faire un focus sur une des communautés, qui est le pôle d'expertise BIM. Donc rapidement, SPI Batignolles, qui sommes-nous? Bon, voilà quelques chiffres. On fait donc on est dans industrie du BTP, hein, entreprise générale de construction, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 8000 collaborateurs, 200 implantations, dont la grosse majorité en France. Une particularité, c'est qu'on est un groupe indépendant, détenu en majorité par ses cadres et actionnaires et salariés. Donc, on détient près de 65-70% du capital de l'entreprise. Donc, 5 domaines de prédilection, la construction, mais aussi le génie civil, les fondations, l'énergie, les travaux publics et l'immobilier. Ce qui est important de savoir, c'est que dans ce qui nous caractérise, il y a quand même beaucoup d'humains. Hein, l'humain est au cœur de nos activités. On a une expertise multimétier reconnue, hein, vous le voyez avec les 5 domaines d'activité. On a également capacité à piloter des projets complexes, hein, et structurants, notamment on voit sur le Grand Paris des gros chantiers d'infrastructure. Voilà. Ensuite, on a aussi une de nos particularités, c'est notre relation client, où on a des valeurs de partage assez importantes et de transparence assez importantes. Le partenariat nous va bien. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord un peu de contexte macro, hein, sur ce qui est en train de se passer dans notre société. Simplement, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle, vous voyez la petite image à gauche, ce qu'on appelle une bifurcation. Alors, bifurcation, c'est un gros changement de paradigme. Alors, ce que je vous explique là, c'est pas de moi, hein, c'est Marc Alévi, qui est un physicien reconnu, qui explique ça. Cherchez sur Internet, vous verrez des vidéos assez intéressantes de lui. En gros, il dit, depuis une dizaine d'années, on passe donc du monde d'avant, c'est la courbe en rouge, hein, avec ses propres valeurs, ses propres fonctionnements socio-économiques. Donc, c'est une courbe qui décroît, à un monde d'après, donc la courbe en vert, avec de nouvelles manières de travailler, de fonctionner. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que nous, on est au plein milieu du croisement des courbes. On est en plein milieu, ça veut dire que tout ce qu'on a connu en réalité depuis finalement des siècles est en train de s'effondrer petit à petit. Et on est en train, en parallèle, de construire de nouveaux modes de fonctionnement. Alors, ce qui est en train de se passer, moi, les 5 ruptures, c'est ce qui est sur la droite. Tout quelque part est en train de changer en même temps. Au niveau de l'écologie, hein, pénurie de ressources, changement climatique, les sujets de carbone, la fonte des glaces, bon, il y a beaucoup de choses qui commencent à se voir. Hein. Ça, c'est la première grande rupture, c'est sur l'écologie. Deuxième grande rupture, sur les organisations. Alors, on va y revenir tout à l'heure, les organisations, mais aujourd'hui, on est effectivement dans des organisations plutôt verticales et on va dans des organisations beaucoup plus réseau, avec des nombres d'interlocuteurs croissants. Troisième rupture économique, changement de modèle. On passe d'une industrie dont les modes de fonctionnement sont le volume et le prix bas, hein, à une industrie où la valeur d'usage et d'utilité du produit devient de plus en plus importante. Et c'est ça finalement qui fait le prix du produit pour l'utilisateur. Quatrième rupture technologique, les robots, intelligence artificielle, la data, j'en passe. Tout le monde est bien conscient aussi de ce sujet-là. Et dernière rupture, qui est peut-être un peu moins visible, mais qui est très très forte, c'est une rupture qu'on appelle philosophique. C'est passer du comment ou pourquoi. Le sens aujourd'hui a énormément d'importance. Moi, quand j'ai commencé à travailler et qu'on me donnait une tâche, je me demandais juste comment j'allais faire. Aujourd'hui, quand on demande une tâche à un ingénieur, la première chose qu'il vous demande, c'est pourquoi il doit le faire. Donc ça, c'est une rupture très importante. Alors, les impacts de ça dans le BTP, j'étais sur un niveau assez large. Les impacts dans le BTP, ils sont gigantesques. Empreinte carbone, hein, pénurie de ressources, de sable, etc. Le béton et le carbone, les bâtiments, donc
30% des gaz à effet de serre sont attribués aux bâtiments, non pas que la construction, mais aussi leur exploitation. Le digital qui envahit l'acte de construire, ça c'est un gros sujet, puisque sur les chantiers, on n'a pas cette habitude-là, donc c'est un gros bouleversement. On veut aujourd'hui des chantiers qui soient silencieux, qui soient rapides, qui soient sans poussière. On a une pénibilité du travail de moins en moins admissible. On a une population qui vieillit beaucoup, une attractivité pour attirer les jeunes. On est au bord, enfin c'est très compliqué. Et puis on a en parallèle de ça des ouvrages qui sont de plus en plus complexes. Voilà. Donc on est touché plein fouet, vous voyez, par ces ruptures dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors face à cela, on doit se réinventer. Et puis ce qui est rigolo, c'est de savoir qu'on a toutes les solutions en fait. Pour résoudre tous les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, en réalité, on a déjà toutes les solutions. La technologie est là. On sait déjà ce qui va se passer. On sait que le chantier va devenir un flux industriel. Hein. Pour pouvoir raccourcir des délais, on va avoir beaucoup plus de préfabrication, beaucoup plus de data, de données. Les gestions de projet se feront autrement. Donc, en résumé, je vous ai donné l'état, les impacts. Je vous ai dit voilà où on va. Mais en réalité, ça change pas. Alors, pourquoi ça change pas ou pourquoi ça a du mal à changer? C'est simplement que dans le bâtiment, vous voyez, on est capable de faire des projets aussi magnifiques que celui-ci. Ça, c'est le musée national du Qatar à Doha. C'est un chantier fabuleux et magnifique. On est capable de faire des choses comme celle-là, sauf que pour construire ça, il faut bien être conscient que, en réalité, l'envers du décor, c'est toujours le même qu'il y a 50 ou 100 ans. Hein. Dans le BTP, on n'a pas franchement évolué depuis le début du XXe siècle, et la dernière grande invention, finalement, dans la construction, c'est la grue à tour. La dernière grande innovation, c'est la grue à tour. Donc, en réalité, on est dans un domaine qui produit, mais qui a du mal à explorer pour attirer de nouvelles innovations. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer notre manière de construire? Je vous mets ces deux graphes. Donc ces deux graphes, à gauche, ça s'appelle une arborescence linéaire. Hein, c'est théorie des graphes, c'est mathématique. C'est quoi une arborescence linéaire? C'est un graphe qui relie entre eux tous les points du système avec un minimum d'interaction entre les points. Donc je vous fais pas de dessin, ça c'est une organisation verticale. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un point qui relie tout, c'est celui qui est en haut. Donc c'est le chef. Voilà. Toute l'information passe par le chef. Toute l'information est contrôlée, maîtrisée. On voit bien qu'il y a des silos. Et ça, aujourd'hui, c'est vachement bien quand il n'y a pas de système d'information, puisque l'information, du coup, est maîtrisée. Par contre, c'est très lent, très lourd. Ça empêche, en fait, c'est très bien pour la production, mais en réalité, ça empêche l'exploration. À droite, c'est ce qu'on appelle une arborescence multipolaire. Là, vous reliez tous les points entre eux, non pas avec un minimum d'interaction entre les points, mais un maximum. Ça veut dire que tout le monde a accès à l'information, on a un nombre d'interlocuteurs croissant. Il n'y a pas une personne qui maîtrise tout, en réalité. Ça veut dire que ça implique du lâcher-prise de la part du patron, ça implique de la confiance, puisque toutes les informations ne passent pas par lui. Donc on désilote, tout va plus vite, c'est un système qui est beaucoup plus agile et beaucoup plus réactif. En réalité, ça, c'est un système d'exploration, plus qu'un système de production. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à changer de système? C'est ce qu'on appelle le facteur humain. Aujourd'hui, on a des chantiers verticaux. Pour pouvoir aller convaincre de travailler autrement, il va falloir, dans le bâtiment, avec notre tradition forte et travailler sur la résistance au changement et sur le facteur humain. Donc, si on veut accélérer l'adoption de nouvelles pratiques, comme le BIM, comme le Lean, on ne peut pas faire dans un système vertical. Parce qu'on doit aller convaincre tous les gens, on doit convaincre le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef, et à chaque fois, on va se prendre des murs. Donc, un chantier doit par contre produire, ça doit rester vertical, et sinon, on risque aussi de s'éparpiller. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? La solution idéale, en fait, c'est d'avoir un système qui conjugue les deux. C'est d'avoir une organisation mixte avec d'un côté la verticalité de l'excellence métier, le chantier hiérarchique, et avec en parallèle des organisations en réseau sur des types particulières et ciblées dont on veut accélérer l'adoption.
par exemple le BIM, le Lean, les nouveaux modes de recrutement, etc. Si on veut bien faire percoler ces sujets-là, on ne peut pas le faire à travers l'arborescence verticale. On est obligé de créer un deuxième système qui va venir superposer au premier. Et pour ça, on va utiliser notre force la plus précieuse, c'est les hommes. Hein, vous voyez ça sur cette image, on a un métier d'homme avec des grandes valeurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est on va faire sortir les hommes de leur silo opérationnel, les mettre ensemble autour de la table, et une fois qu'ils sont autour de la table, comme par magie, les gens se connectent entre eux et ça fonctionne vraiment bien. Donc, sur une thématique particulière, on va créer un réseau d'experts et on va prendre des gens qui sont dans les business units opérationnels, qui gardent bien sûr leur métier dans leur BU, hein, mais qui vont aussi également passer du temps dans ces réseaux d'experts. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser la parole à Céline pour vous expliquer un petit peu l'exemple d'un réseau d'experts qui est le pôle d'expertise BIM et pour vous montrer comment on fait l'ascenseur finalement entre les sujets ciblés, thématiques dont on veut accélérer l'adoption, donc la stratégie, je dirais, et le terrain. Céline, je te laisse la parole, tu prends la main. Voilà. Je prends la main. Alors, effectivement, un exemple, le pôle d'expertise BIM. En fait, la création du pôle d'expertise BIM est le fruit d'un véritable travail collectif qui a démarré, je le présente sur la slide, en 2014. À cette période, donc en 2014, le sujet du BIM arrivait vraiment en force dans le secteur de la construction. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous demandez peut-être ce que signifie le BIM. Donc, le BIM, c'est l'acronyme de Building Information Modeling. Mais qu'est-ce que c'est? C'est en fait, il s'agit simplement de la modélisation des informations de la construction. Il s'agit vraiment d'un changement de mode de travail où l'idée ou l'objectif est d'utiliser une représentation numérique partagée d'un ouvrage, d'un bâtiment, pour faciliter les processus à la fois de conception, de construction, mais également d'exploitation ou de maintenance d'un ouvrage, de manière à constituer une base fiable qui va nous aider, qui va permettre une prise de décision. Alors, pour comprendre l'impact du BIM en 2014 dans notre métier d'entreprise générale, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, des directeurs techniques de quelques-unes de nos filiales se sont réunis et ont décidé en 2015, en novembre 2015, de créer un groupe d'échange autour du BIM, un groupe totalement transverse à toutes nos filiales. Ce groupe se réunissait 2 fois par an et comptait plus d'une vingtaine de personnes. Il s'agissait vraiment d'un lieu de partage où on pouvait évoquer des retours d'expérience, partager des cas d'usage de cette maquette numérique, mais également et surtout identifier nos besoins. En 2016, porté par la direction innovation du groupe, ce groupe d'échange est devenu une communauté et donc est devenue la communauté transformation digitale et ainsi est devenue vraiment reconnue et identifiée au sein de l'entreprise. Donc ça a été une première étape et à partir également de ce groupe d'échange est né quelques années après le pôle d'expertise BIM, donc en septembre 2018. Alors, si j'avance, voilà. Donc, au sein de SPI Batignolles, les pôles d'expertise et les communautés permettent de faire le lien à la fois entre une gouvernance très collaborative au travers donc d'un COMEX, d'un comité opérationnel innovation, d'un business développement ou d'un comité innovation, mais également entre des filiales qui possèdent des organisations très différentes. En effet, dans chacune de nos filiales, les périmètres des directions techniques sont variables et on va retrouver des expertises techniques qui peuvent être très différentes. Donc, les pôles d'expertise et les communautés vont ainsi faciliter en fait le partage du savoir-faire entre les filiales, vont permettre de casser les silos, ces silos qui étaient vraiment établis entre les filiales, vont permettre également de documenter, stocker la connaissance en formalisant les actions
qui ont lieu. Et finalement, ces pôles d'expertise et ces communautés vont créer et déployer l'innovation par l'intelligence collective et finalement un espace de liberté qui est créé ou qui est laissé en fait aux personnes qui composent ces communautés. Donc ces pôles d'expertise et ces communautés sont vraiment au sein de SPI Batignolles une source d'innovation. Alors comment sont organisées ces communautés ? C'est représenté ici dans cette slide par une fusée qui en fait possède 4 étages. Alors si je commence par l'étage le plus haut, le sponsor COMEX, qui est en charge d'ancrer la thématique au plus haut. Par pôle d'expertise, nous avons entre 1 ou 2 sponsors au niveau du COMEX. Ensuite, il y a un comité de pilotage. Ce comité de pilotage pilote les objectifs et la stratégie. Il est composé de 4 ou 5 membres en moyenne. Et ensuite, donc, nous avons des pôles d'expertise. Ces pôles d'expertise réunissent en fait des experts par rapport à la thématique choisie et ils ont en charge de décliner la stratégie, de proposer des objectifs et d'élaborer des plans d'action. Ils produisent également des livrables. Dans les pôles d'expertise, on retrouve environ 8 à 10 experts qui participent très activement. Ensuite, ces pôles d'expertise s'appuient sur des communautés, plusieurs communautés. Dans chacune de ces communautés, on retrouve des ambassadeurs qui, eux, ont pour charge de diffuser le savoir, donc dans les silos opérationnels, mais également de remonter les besoins terrain. Dans ces communautés, on retrouve environ 40 à 60 personnes. Donc, les pôles d'expertise sont des réseaux d'experts qui se réunissent de manière hebdomadaire. Il n'y a pas de hiérarchie en fait dans ces pôles d'expertise. On est en 100% transverse, mais vraiment transverse parmi toutes nos filiales. Les pôles d'expertise possèdent, donc, comme vous avez pu le voir, un appui vraiment formel de la part de la direction du groupe. Ce sont des structures qui peuvent se fixer des objectifs qui lui sont propres, le tout étant que ces objectifs soient alignés avec la stratégie du groupe. Les pôles d'expertise sont composés de métiers différents et qui représentent l'ensemble des filiales du groupe et donc ont un pourcentage, en tout cas les personnes qui composent ce pôle d'expertise ont un pourcentage de leur temps qui est dédié au travail du pôle d'expertise. Ils possèdent un intérêt commun, une passion généralement ou une cause à défendre et ont des valeurs et une identité qui est commune. L'une des responsabilités aussi du pôle d'expertise, c'est bien d'animer les communautés de manière large en fonction des actions à mener, puisque ces communautés ont pour but vraiment de nourrir les pôles d'expertise en termes d'idées ou de besoins. Une des fonctions aussi qui est importante au niveau de ces pôles d'expertise, c'est que ces pôles permettent de mettre en valeur les membres, mais également les communautés dont ils ont la charge. Alors les communautés, il y en a pas mal au sein de SPI Batignolles, donc je nommerai la communauté transformation digitale dont j'ai parlé il y a quelques minutes, mais également la communauté BIM, la communauté Lean, permettent d'attaquer des thèmes qui sont stratégiques à tous les niveaux de l'entreprise. Elles servent vraiment d'ascenseur entre la stratégie et les silos opérationnels, dans un sens, mais également dans l'autre. Alors, si j'avance, puisque je vois que le temps passe. Donc voilà, donc c'est ainsi qu'en 2019, la communauté Chantier Digital a été créée, dont le rôle a été créé par le pôle d'expertise BIM, dont le rôle et les missions des 40 personnes de l'encadrement de chantier qui la composent
et de faire le lien avec les terrains, donc de remonter les besoins, les problèmes, les solutions, mais également les bonnes pratiques, de pouvoir expérimenter et tester de nouvelles solutions et de pouvoir diffuser et faciliter le déploiement de nouvelles technologies sur l'ensemble de nos chantiers. Alors, depuis la création du pôle d'expertise BIM, de nombreuses actions ont été réalisées en faveur donc, du déploiement du BIM dans nos projets. Des partenariats ont été signés avec des éditeurs, des retours d'expérience ont été valorisés, des documents fondamentaux ont été mis à disposition. Une formation en e-learning sur la découverte du BIM a été réalisée également en interne. Des webinaires de sensibilisation sont également diffusés. Le nombre de projets et de chantiers en BIM se développe et pour nous, c'est l'impact principal de tout le travail réalisé par le pôle d'expertise BIM. Donc le modèle est une véritable réussite et c'est pourquoi, face aux enjeux qui nous attendent, qui ont été présentés par Alexis précédemment, et à notre besoin d'implémenter beaucoup plus rapidement sur le terrain les changements qui sont en train de s'opérer, donc soit des nouvelles technologies, soit des nouvelles méthodes de travail, etc. Eh ben, d'autres pôles d'expertise BIM ont vu le jour cette année. Donc, je les ai nommés. Il y a le POD, qui est le pôle d'expertise outils digitaux, le PEL, le pôle d'expertise Lean, et le NMC, qui est le pôle d'expertise nouveaux modes constructifs. Voilà. En termes d'action en cours ou de réflexion que nous avons actuellement et sur lequel nous souhaitons pouvoir partager entre d'autres industries au travers de KSCO, ce sont les suivantes. Sur le sujet des communautés, on se pose la question de savoir quelle communauté il nous manquerait encore, comment recruter dans ces communautés. Et également, on est en train de travailler sur l'aspect des incontournables ou le socle de valeurs de nos communautés. Sur le sujet des pôles d'expertise, c'est plutôt ne pas resiloter en fait les pôles d'expertise, mais garder une certaine synergie, une communication globale entre les pôles d'expertise et travailler également sur comment faciliter cette communication entre, ou plutôt l'accélérer entre les pôles d'expertise et les business units qui sont représentés par nos filiales. Voilà, j'ai un tout petit peu débordé, désolée. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Céline pour cette présentation à nouveau extrêmement riche et très complémentaire de la présentation qui a été faite par Frédéric sur la société Burkhardt. Vraiment plein de questions qui se sont posées dans le chat, des questions qui traitent sur l'organisation, l'articulation, et puis d'autres qui traitent plus spécifiquement des communautés, de l'animation. Alors, il est temps de passer la parole à Olivier. Olivier, tu es là? Ouais, je suis là. Je vais peut-être mettre par contre ma vidéo parce que j'ai pas de slide. Voilà, qu'on puisse te voir. Ouais, Pour que tu puisses reprendre ce discours, nous éclairer et bien sûr donner réponse et animer les réponses par rapport à nos invités aujourd'hui. Ouais, moi j'ai plus des questions que des réponses en vérité. Je vais juste peut-être commencer en disant ce que ça m'évoque du point de vue de la littérature, ce qui a été dit dans les deux présentations. Et peut-être, plutôt que d'apporter des réponses, j'aurais trois grandes questions à poser, et puis peut-être à mêler avec les questions des personnes dans la salle. Donc, dans ce qui a été dit, ce qui moi me frappe, c'est que dans les deux entreprises, en fait, il y a des tensions fondamentales qui sont soulignées dans les deux comptes rendus. Et c'est des tensions qui agitent ou qui animent pas mal la littérature aussi. Donc, il n'y a pas forcément de réponse définitive. Enfin, si la gestion apportait des réponses définitives, mais enfin, il n'y a pas de réponse définitive.
à ces deux tensions en fait qu'on trouve dans la littérature. Alors la première tension qui ressort pour moi, c'est la tension entre exploration et exploitation. Le terme exploration d'ailleurs a été utilisé par Alexis. Donc, dans ce qu'on appelle exploration dans la littérature, c'est le même sens que celui qui a été donné par Alexis, c'est-à-dire c'est un peu la recherche de rupture, c'est la prise de risque, c'est rentrer dans des domaines incertains et essayer de trouver des choses qui sont complètement nouvelles pour l'entreprise. D'un côté, il y a l'exploration et puis de l'autre, l'exploitation qui réfère plutôt à faire mieux ce qu'on sait déjà faire, rechercher l'excellence opérationnelle, mettre en place des systèmes de qualité, des systèmes de contrôle pour bien faire ce qu'on sait faire. Ce qui est identifié depuis 1991, en fait, depuis un article de 1991, c'est que les entreprises ont bien sûr besoin de faire les deux. Elles ont besoin de gagner de l'argent dans le court terme, donc d'optimiser leur exploitation, mais elles ont aussi besoin de se préparer à des changements futurs, à des changements environnementaux. Et donc, pour ça, elles ont besoin d'explorer et d'épaissir leur portefeuille de savoir-faire, leur portefeuille de produits, leur portefeuille de compétences. Le problème, c'est que exploration et exploitation reposent sur des logiques complètement différentes et supposent des structures, des infrastructures, des logiques complètement différentes. Pour l'exploration, il faudrait plutôt laisser faire les gens, il faudrait plutôt encourager la prise de risque, financer des choses sur lesquelles on n'est pas sûr d'avoir des retours sur investissement. Alors que pour l'exploitation, il faut mettre en place au contraire des systèmes de contrôle, il faut mettre en place des indicateurs de performance, il faut surveiller ce que font les gens, mesurer ce que font les gens, limiter la prise de risque, limiter l'incertitude. Il y a deux logiques qui sont complètement opposées, évidemment dans un contexte de ressources limitées, les ressources des entreprises ne sont pas infinies, il faut réussir à combiner les deux. Et une grande question dans la littérature, c'est comment réussir à combiner les deux. Alors, il y a quelques modèles qui ont été proposés, qui s'appellent l'ambidextrie. Alors, il y a différentes formes d'ambidextrie. Ambidextrie, ça vient les deux mains, une main qui explore, une main qui exploite, et savoir également, avec autant d'habileté, utiliser les deux. Donc, sous ce terme parapluie d'ambidextrie, il y a différents modèles qui ont été proposés, mais les différents modèles achoppent en fait sur une difficulté, c'est-à-dire puisque ce sont des logiques qui sont complètement différentes, exploration et exploitation, il faut réussir à séparer les deux pour éviter en particulier que l'exploitation ne vienne ronger ou ne vienne dominer l'exploration et tuer l'exploration. Un peu comme ce que disait Frédéric tout à l'heure, sur en période de crise, on a tendance à revenir vers le cash flow et toutes les initiatives qui ne vont pas rapporter immédiatement de l'argent. Donc, il y a un problème, il faut réussir à la fois à séparer ces activités ou ces logiques, et dans le même temps, bien sûr, on explore les choses qu'on explore, on voudrait bien les exploiter à un moment, donc il faut aussi être capable de réintégrer ce qui a été exploré dans des processus plus maîtrisés, plus normés, plus balisés. Et aucun modèle actuellement, soit les modèles insistent sur le côté différenciation, soit les modèles insistent sur le côté intégration, mais il n'y a pas à ce jour de solution en fait dans la littérature sur comment réussir à articuler et à mêler harmonieusement différenciation et intégration. Donc ça, c'est la première grande tension qui moi me frappe là dans ce qui a été dit. La deuxième grande tension est plus récente. Enfin, la prise de conscience qu'il y avait ici quelque chose est plus récente dans la littérature. Je daterai ça peut-être de l'année 2014 où il y a un papier assez important qui est sorti sur en fait comment harmonieusement marier les structures formelles hiérarchiques, donc le graphe, l'arbre là présenté par Alexis, et les structures plus informelles, donc les réseaux qui émergent spontanément entre les gens, qui ne sont pas décrétés, qui ne sont pas décidés par une autorité supérieure, donc plutôt le graphe là, présenté aussi sur la partie droite du slide d'Alexis. Or, dans la littérature, en fait, traditionnellement, on a toujours considéré soit l'un, soit l'autre. En fait, pour aller vite, c'est un peu temporel. Jusque dans les années 90, toute la recherche était plutôt sur le design organisationnel, quelle structure efficiente mettre en place en termes de division du travail, en termes de règles de fonctionnement à mettre en place, en termes de système de remontée d'informations ou de communication à mettre en place, en termes d'incitation aussi à mettre en place.
Donc vraiment sur les structures formelles et comment designer vraiment une organisation. Et puis il y a eu une bascule assez radicale dans les années 90, on va dire au tournant des années 90-2000, et tout d'un coup, ce qui est devenu intéressant, c'était les réseaux informels, le capital social. Donc les communautés font partie de ce mouvement, hein, les communautés vues comme des sous-graphes ou des sous-ensembles du réseau informel. Donc, il y a eu une bascule complète de la littérature. En termes de volume de papier, c'est net, hein, les gens ont arrêté de travailler sur les structures formelles et ont basculé complètement sur les structures informelles. Mais du coup, il y a une coupure dans la littérature et on ne sait pas comment les deux structures en fait se marient entre elles et comment elles s'articulent entre elles. Donc voilà, il y a ces deux tensions dans la littérature et sur lesquelles il n'y a pas vraiment de réponse. Et ce récent là dans ce qui est dit, c'est que les entreprises, Burkert et Spivatignol, essayent en fait de marier ces deux tensions, je trouve, hein, en proposant en fait que l'exploration soit surtout faite dans les réseaux informels et ensuite ramenée d'une manière ou d'une autre, hein, dans les structures formelles pour pouvoir être exploitée. Donc je trouve que c'est très intéressant même. Mais du coup, ça soulève un certain nombre de questions. Alors, j'aurais des questions, enfin des points hein, qui m'interrogent sur peut-être trois grands points en fait. Hein. Donc, le premier, ce serait plutôt sur la notion de communauté pilotée. Alors, ça, c'est plutôt un débat, peut-être un débat entre académiques et praticiens, mais c'est vrai que dans la littérature et quand les gens écrivent sur les communautés, ils ont toujours tendance à voir les communautés comme des structures purement informelles en fait et qui vivent leur informalité. Il y a suffisamment d'énergie, suffisamment de motivation et des normes internes dans les communautés qui permettent aux communautés informelles de vivre et de continuer à fonctionner sur ce mode informel. Mais là, manifestement, dans les entreprises, c'est assez difficile en pratique hein, de laisser vivre une communauté informelle. Vous avez parlé d'essoufflement, vous avez parlé de manque de motivation, de disparition des communautés, et qu'à un moment, il faut nécessairement les formaliser. Donc, une première question que j'aurais, c'est est-ce que vraiment c'est impossible d'avoir des communautés informelles ou au moins des communautés informelles visibles par le management? Et est-ce qu'il est possible d'avoir officiellement des formes hybrides d'organisation? Officiellement, j'entends par là, le management est conscient et lâche prise hein, et laisse des trucs informels se développer, des communautés informelles se développer dans l'entreprise. Et est-ce qu'on peut avoir une forme hybride, mixte, un peu plus dans les entreprises ou est-ce que forcément c'est l'informel clandestin et ensuite il faut basculer vers un formel officiel, mais du coup piloté par les règles traditionnelles de l'entreprise? Dans le même ordre d'idée, toujours sur cette histoire de communauté pilotée et de place des communautés informelles dans l'entreprise, donc ce qu'on dit dans la littérature beaucoup, hein, c'est que donc, ok, même s'il y a de l'informel et du formel, pour tout un tas de raisons, c'est le formel qui va toujours dominer. Alors peut-être parce que le formel a accès aux ressources, parce qu'on sait bien que les réseaux informels en fait sont contraints par les frontières de la firme. Il y a pas mal d'études qui montrent que déjà changer d'étage, ça casse le réseau. Donc les structures géographiques, mais aussi les structures en département, en service, en business unit, créent des barrières qui cassent les réseaux et les réseaux se développent plutôt dans des services, dans des départements, dans des équipes formelles. Donc voilà, donc on a le formel qui domine et les structures informelles qui se développent un peu dans les interstices, un peu comme un lierre sur un treillis. Il est obligé de suivre la forme du treillis. La question, c'est, vu votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est le cas? Est-ce que c'est possible d'avoir des communautés ou des réseaux informels qui ont une ampleur plus importante et un rôle plus important dans le fonctionnement de l'organisation? Pour étayer cette question, en fait, j'ai deux exemples en tête. Un premier exemple, c'est Olivetti, donc c'est un vieil exemple, et puis l'entreprise n'a pas bien fini, mais Olivetti, au moment où ils innovaient pas mal, ils produisaient beaucoup de nouveaux produits, etc., fonctionnait en fait d'abord comme une communauté informelle, et ensuite les décisions atteintes par consensus dans ces communautés, dont évidemment la communauté était plutôt au niveau du top management, mais les décisions de ces communautés étaient ensuite mises en œuvre dans les structures formelles et on mettait en place toutes les lignes de production pour produire la nouvelle idée ou la nouvelle décision qui émergeait quand même
de la communauté informelle. Et un deuxième exemple plus récent, c'est Ubisoft, enfin Patrick Coendé, Laurent Simon ont pas mal bossé sur Ubisoft à Montréal. Alors je sais, c'est le jeu vidéo, c'est pas la construction, mais quand même à Ubisoft, ça a l'air d'être beaucoup les communautés qui dirigent et qui décident dans l'entreprise. Au moins les choix de projets, les idées de jeux vidéo, les innovations technologiques vers lesquelles ils veulent aller. Et après, bien sûr, pour développer le jeu, ils rentrent dans un mode projet classique, rigoureux, avec des jalons et tout ça, et des équipes et des types de projets et machin. Mais il y a quand même, avant tout ça, et qui domine, des réseaux informels et des réseaux de communautés informelles qui décident de ce que doivent être les futurs jeux vidéo chez Ubisoft. Donc ça, c'est ma première série de questions sur les communautés pilotées. Bon, je vais peut-être défiler toutes mes séries de questions, et puis si vous voulez réagir, vous réagirez sur les 3 grands blocs après. Deuxième question, c'est sur... alors, ça n'a pas été trop... Enfin, si, il y a les pôles expertise et le TAT, donc le pôle expertise chez les pôles expertise, pardon, chez Spies-Batignolles et le TAT chez Burkert. Et enfin, c'est des objets qui sont assez nouveaux, en fait, comme interface faisant le lien entre la structure formelle ou le top management et les communautés. Et du coup, je me demandais comment ces entités fonctionnaient réellement. Est-ce que c'était des entités complètement formelles décrétées par le top management, et du coup, est-ce que leur rôle, c'est juste de faire redescendre les décisions ou les desiderata du top management vers les communautés? Est-ce que ce sont des structures, donc j'ai compris dans la discussion que c'était plutôt quelque chose qui assurait la liaison entre la communauté, donc il y a à la fois des flux montants et des flux redescendants, mais je me demande, des flux montants de la communauté vers le top management, passant par les poitises et le TAT et des flux descendants. Mais je me demandais du coup, qu'est-ce qui se passait vraiment dans ces entités-là. Est-ce que c'est des structures formelles, des structures plutôt informelles, des structures hybrides où il y a des morceaux de formel et d'informel? Et dans ces communautés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les messages qui remontent des communautés doivent être traduits, reformulés pour être compréhensibles par le top management et vice-versa? Ou bien, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que c'est un lieu de résolution de conflits? Est-ce que c'est un lieu de négociation? Enfin voilà, qu'est-ce qui se passait réellement dans ces entités ou ces structures. Donc, deuxième question, oui, c'est sur le fonctionnement des structures, de ces structures-là, pôle d'expertise et TAT. Et troisième question assez large, c'est plus sur les modèles que vous essayez de mettre en place d'une manière générale. Donc, comme je le comprends, tel que je le comprends, on voit se dessiner un modèle de cycle de vie en fait de l'innovation, où ça démarrerait plutôt dans les communautés, plutôt dans les réseaux informels, puis ça sera petit à petit formalisé et intégré dans les façons de faire et dans les processus de l'entreprise. Donc on aurait on a un bout de cycle qui s'initie. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut systématiser et être sûr que ce cycle va continuer à fonctionner tout le temps. Donc, comment être sûr qu'un nouveau cycle se réinitiera, c'est-à-dire une fois, par exemple, que la modélisation, enfin le BIM et la digitalisation des constructions de bâtiments, par exemple, sera mis en place, comment être sûr que la nouvelle grande idée va émerger et suivra le même type de développement dans l'entreprise. Donc, plus spécifiquement, ça pose la question de savoir comment être sûr de ne pas rater la nouvelle idée, c'est-à-dire, j'imagine, il y a pas mal de communautés qui existent ou pas mal d'idées qui émergent de manière bottom-up dans l'entreprise. Comment savoir lesquelles il faut tuer, lesquelles il faut porter? Est-ce qu'il faut mettre en place des processus, des procédures de sélection des idées? Est-ce que c'est quelque chose qui doit rester émergent jusqu'à ce que quelqu'un ait assez de volonté, de force et de motivation pour faire passer l'idée dans le formel? Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut mettre des procédures rigoureuses de sélection des idées et des communautés, ou bien est-ce qu'il faut laisser les communautés se battre, un système un peu darwiniste d'émergence des idées? Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut le systématiser? Et puis, j'imagine qu'on ne peut pas tout mettre en place. Du coup, comment est-ce qu'on va faire et les entreprises n'étant a priori pas extensibles à l'infini,
j'imagine que si quelque chose de nouveau apparaît, ça suppose plus ou moins de faire du ménage, de nettoyer et de tuer des choses qui existent. Donc là aussi, peut-être, et à cause du capital humain et des résistances qui peuvent exister dans l'entreprise, est-ce que c'est facile ce renouvellement à la fois, donc du coup, dans la création de nouvelles choses et dans la mort d'anciennes choses qui doivent disparaître. Et comment se passerait cette espèce de dynamique ou cette écologie interne, si je peux dire, des entreprises. Je ne sais pas où j'en suis, mais je peux m'arrêter là. Je sais pas si peut-être pour démarrer la discussion. Ouais, c'est Alexis là, oui, je voulais essayer. Alors, je vais pas répondre à tout, mais je vais essayer de donner mon point de vue sur un ou deux points. Alors, d'abord sur les communautés pilotées informelles, le rôle des communautés informelles, formelles, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Chez nous, vous avez vu, les communautés sont très formelles en réalité. Hein. Elles sont structurées, elles sont pilotées, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors, avoir des communautés informelles, je pense que les communautés informelles, c'est le démarrage d'une communauté formelle. Il y a besoin à un moment donné qu'il y ait des gens qui lèvent le doigt, qui se mettent ensemble et qui commencent à montrer qu'il y a un sujet pour qu'à un moment donné, on les aide à transformer cette communauté finalement informelle en communauté formelle pour qu'elle soit visible, pour qu'elle comment dire, et pour qu'elle soit visible, il faut qu'elle apporte quelque chose. Et pour qu'elle apporte quelque chose, il faut qu'elle livre. Donc quelque part, alors c'est notre niveau de maturité à nous. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la règle, mais en tout cas à date chez nous, si on laisse une communauté informelle vivre, elle vivra, mais elle vivra entre elles, quoi. Elle n'aura pas de visibilité et de comment dire, de déploiement dans le groupe. Et on a, alors, il en existe certainement, mais elles sont du coup beaucoup moins visibles, avec des gens qui font avancer leur sujet dans leur coin et qui n'ont peut-être pas besoin hein, que cette idée-là soit déployée. Bon, en tout cas, pour moi, c'est simple. C'est la communauté est d'abord informelle. À un moment donné, si l'idée est bien perçue et qu'on sent qu'elle va apporter de la performance, qu'elle va apporter, comment dire, en même temps de l'exploration et de la production, et ben à un moment donné, si on veut pouvoir déployer ces bonnes idées-là, il faut aider la communauté informelle et commencer à la formaliser. Voilà. Sinon, elle n'est pas visible et si elle n'est pas visible, on ne déploie pas. Voilà. C'est mon point de vue. Après, on a certainement une maturité qui est celle qu'on a. Vous voyez d'où on vient et peut-être que je dirais pas ça dans 2 ans et où les communautés finalement informelles s'autogéreront et avanceront toutes seules sans avoir besoin d'être un petit peu boostées. Alors, je voyais une question, c'est est-ce qu'elles sont subventionnées? Bah oui. Alors, pas des montants importants, mais elles sont. Il y a des événements qui sont faits. On met des petits coups d'huile dans les engrenages pour faire ça et là quelques séminaires, quelques interventions, quelques nouveaux outils, quelques POC. Hein, voyez. Donc il y a forcément des petits budgets qui sont alloués. Ce qui n'est pas, par contre, les ressources en elles-mêmes, hein, les gens qui viennent porter là 20-30% de leur temps, eux, j'allais dire, ne sont pas payés par le pôle. Hein. Voilà. Donc ça, c'est sur le sujet pour moi de la communauté informelle formelle. Sur le sujet du, oui, pardon. Sur le sujet du modèle de cycle de vie de l'innovation, est-ce que ça peut être quelque part perpétuel et comment on est sûr de ne pas passer à côté d'une idée? Bah, pour moi, c'est aussi perpétuel que l'innovation en fait. De mon point de vue, la communauté sert à porter les sujets d'innovation. Et tant qu'il y a des sujets nouveaux qui émergent, tant qu'il y a des sujets qui vont devoir être portés ou déployés et qui sont pas dans le silo métier vertical, on aura besoin de ces structures, de ces instances informelles ou formelles pour pouvoir porter ces sujets et en accélérer l'adoption. Donc, moi, j'allais dire, tant que ça fonctionne, il faut qu'on utilise ça à fond. Il faut surtout qu'on ait une veille très très importante au sujet des nouvelles solutions pour qu'on arrive à les greffer quelque part hein, sur des nouveaux pôles ou des nouvelles communautés pour que ça fasse une sorte d'incubateur, vous voyez, autour de cette nouvelle thématique qu'on puisse après aller greffer dans les sites. Voilà. Sur le fonctionnement des structures, je laisserai plutôt Siem et Céline répondre.
Il y a Frédéric. On avait Frédéric Frédéric. la parole également. Oui, Frédéric a levé la main. Frédéric, ouais. Frédéric. Oui, alors merci. Bon, moi je vais devoir vous quitter à 11 heures et j'en suis désolé. Moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit précédemment, hein. Après, c'est vrai qu'on vient du privé et je pense qu'on a une vision assez commune sur l'efficacité des communautés et puis comment les laisser se développer. Je sais qu'il y a des gens du bêta, bon il y en a qui sont partis et que la thèse, effectivement, certaines thèses de recherche, c'est que les communautés, se forment un peu comme des essaims et puis disparaissent et puis se reforment et puis disparaissent. Moi, dans les entreprises privées, j'en connais pas trop. On peut laisser de la flexibilité et je pense qu'il faut laisser la flexibilité par le manque de hiérarchie, par le fait d'avoir des thèmes communs qui peuvent être complètement libres, mais en même temps de pouvoir aussi le cadrer. C'est-à-dire, une des questions, c'était le rôle du TAT. Un des rôles, c'est, il n'y a pas de rôle hiérarchique, c'est de vraiment d'animer, de donner de l'huile effectivement dans les rouages, et puis d'avoir des budgets, hein, parce que c'était la discussion la dernière fois quand on était à Strasbourg. Quand on a des communautés, si on prend 100 personnes, on prend le nombre de réunions, on prend les déplacements, moins les déplacements maintenant, mais ça a des coûts. Donc à un moment, oui, on a le droit de demander d'avoir un payback. Alors un payback pas forcément que financier, mais dans les idées qui sont générées, etc. Après, il faut laisser effectivement de la latitude. Et moi, je me souviens quand je suis arrivé chez Burkert il y a 23 ans, alors société allemande, même si vous comprenez pas l'allemand, on avait beaucoup de U-boat projects. Donc les projets sous-marins. Et effectivement, les projets sous-marins, ils peuvent commencer avec des gens qui sont motivés, qui vont pousser. Mais à un moment, si on veut vraiment aussi les emmener sur d'autres choses, faut les faire se développer et puis faut les aider. Donc en résumé, moi je suis assez pour des modèles hybrides. La force de la communauté, alors communauté ou ensemble de personnes qui travaillent avec un objectif commun sans hiérarchie, pour moi c'est ça la définition. Après on peut parler de sémantique, mais il faut pas qu'on ait de hiérarchie, il faut qu'on ait des objectifs quand même peut-être qui soit libre. Donc la communauté peut emmener ses propres objectifs, peut les développer. C'est pour ça aussi que nous on a mis des gens du New Business Développement parce qu'on démarre automatiquement. On veut des gens qui donnent du sens et qui poussent leur projet. Il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent, pas parce qu'il y a quelqu'un en haut qui dit ce projet, non, moi j'y crois pas, etc. C'est souvent parce que les gens, ils voient eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à pousser le projet ou qu'ils n'ont pas la motivation nécessaire. Donc ça, c'est aussi un paramètre important. Et puis quand on a les gens qui poussent les projets, on les aide, on met peut-être des ressources supplémentaires et on commence parallèlement, si c'est par exemple un projet technologie ou si c'est de la technologie, on a les gens du business qui viennent et qui aident, mais très très en amont, c'est-à-dire pas effectivement est-ce qu'il y aura du chiffre d'affaires dans un an, mais on essaie de voir effectivement le business à côté, est-ce qu'il y a des clients qui sont intéressés, est-ce qu'il y a une vision long terme qui est là. Donc finalement, cette forme hybride, je pense qu'elle est assez intéressante parce elle motive les gens en interne et c'est quand même ce qui est important. Et puis souvent on a ce lien avec les décisionnaires, mais qui est très light, hein, parce que forcément dans une entreprise privée, on n'est pas fou si on voit quelque chose qui emmène de l'innovation, des nouvelles idées, etc. On va le pousser. Si on voit effectivement que c'est juste des rencontres où les gens, voilà, ils échangent, c'est sympa, etc. Forcément, ça sera un peu moins bien. Merci beaucoup. Il y a des questions dans le chat. Si Oui. je les prends par ordre chronologique, peut-être? Oui, peut-être celle pour Frédéric, s'il doit partir dans 10 minutes. Il y a 3 questions pour Par ordre Burkert. chronologique, ça tombe Et il y bien. avait C'est les questions qui devait parler, donc je pense qu'il peut peut-être répondre à plusieurs questions. Ouais, il y a des questions donc de Anne Ribérol, Tatiana Stoïka pour Burkert et Valérie Bouveron. Donc les questions alors de Anne, c'est y a-t-il des lignes de business, par exemple médicales ou autres, et comment cela s'articule-t-il avec des communautés qui sont transverses? Et autre question, articulation R&D et marketing, des conseils pour améliorer les relations, techno-push versus customer push. Merci.
Alors, à la première question, effectivement, comment s'articule? Alors, sur un des slides, il y a des petits trous, et quand on a notre process, effectivement, de roadmap, bah, forcément, on a des interactions avec tous les business units. Qui elles sont plutôt orientées, donc là, qui sont des vrais business units, et c'est elles qui viennent discuter avec nous. Et je dirais, ben, nous on emmène des projets, eux ils emmènent des projets, et puis finalement on va discuter sur les projets, ben, et je dirais le poids il est assez équilibré, parce que nous, on peut refuser des projets qui sont pas logiques au niveau market, et eux, ils peuvent dire, ben voilà, cette techno, on voit pas très bien comment on va l'exploiter. Donc, il y a durant ce process, il y a un échange effectivement à ce niveau-là. Alors, comment travailler entre la R&D et le marketing? Alors ça, c'est en dehors des communautés. On intègre, et moi je l'ai fait récemment, on intègre des gens de la vente directement dans les cahiers des charges et dans le développement des projets. C'est les premières fois. Avant, on n'avait que les gens du marketing, et on est sorti un peu, parce que bien sûr, vous connaissez le marketing, ils vont nous dire, bah, nous, on sait ce qu'il faut développer, on sait très bien ce qu'il faut développer, on va vous le dire. Et la R&D, on sort on va dire, des leitmotifs en disant, bah, nous, on développe ce qui nous fait plaisir. Donc, on est complètement sorti de ces modèles-là, et on intègre de la vente, du marketing dans tous nos projets. Et comment améliorer les choses? Ben, c'est ce que je disais, dans les communautés, on a des gens du business, mais pas du business marketing qui va dire, ben voilà, si vous me développez ce produit en bleu, je vais en vendre des milliers. Non, non, c'est New Business Development, donc c'est les gens qui travaillent sur le très long terme, qui font vraiment qui montent les business sur la stratégie de l'entreprise, et qui, eux, vont travailler avec nous dans les communautés technologiques, notamment, pour voir effectivement est-ce que ça peut être un business dans le futur. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y avait une question sur la définition des communautés, des équipes polyvalentes. Alors les équipes, et là c'est Céline qui a donné cet input. Une communauté, c'est des gens qui se réunissent pour avoir je dirais une activité commune et des besoins communs, et qui peuvent se développer de manière, on va dire, éphémère aussi, et sans hiérarchie. Donc pour moi, c'est la définition. Bon, je suis pas un chercheur. C'est la grosse différence avec des équipes polyvalentes qui, elles, sont organisées, ont des coachs, ont des hiérarchies, ont des entretiens individuels, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, il y a une dernière question de Valérie. Frédéric, comment se fait le choix des sujets de travail entre les communautés avant même la première sélection, pour aller plus loin ensuite et préparer effectivement la roadmap? Ben, il y a pas de sélection. C'est ce que je disais, toutes les idées, toutes les personnes qui ont, et on a cet esprit d'entrepreneur, hein, qu'on veut développer, toutes les personnes qui sont motivées, qui veulent emmener une idée, elles rentrent. Elle rentre. Par contre, après, on va petit à petit sortir ces filtres-là, c'est-à-dire on va l'aider à monter son idée. Et puis, est-ce que la personne reste motivée? Est-ce que les sponsors vont aider? Est-ce que il y a un business? Mais a priori, au début, quelqu'un qui croit à son idée, on va le laisser travailler sur son idée. Bien au contraire, on va l'aider, parce que quelqu'un qui est motivé, qui semble avoir une bonne idée, faut au moins l'emmener jusqu'au bout. Et peut-être une réflexion en conclusion. Moi, je suis bon, il y a pas mal de mots souvent tarte à la crème en ce moment. Par exemple, toutes les sociétés qui font d'innovation doivent faire du design thinking, doivent faire du lean management, du lean engineering, ils doivent être agiles, etc. Et moi, dans ces modèles, il y a qui sont quand même des modèles séquentiels, il y a des choses qui me plaisaient pas trop. Et j'ai trouvé un modèle qui s'appelle le modèle Vortex, peu importe, mais qui permet de tester des idées très rapidement. Et en fait, ok, dans le design thinking, c'est aussi le cas, mais on va tester les idées très rapidement, et après, on va prendre une décision. On va dire, voilà, on continue ou pas. Et finalement, on va pas tester des idées juste sur du papier. On va dire, bon, ok, au début, toutes les idées sont bonnes, allez-y, faites un démonstrateur, commencez à travailler dessus. Et puis après, on va se voir, on va discuter, et soit on fait avancer l'idée, soit on l'arrête, quoi.
Mais on l'arrête pas au début. C'est pas le board qui va sélectionner des idées et puis les arrêter. Les idées, si elles s'arrêtent, c'est par les gens, soit parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement ça avance pas suffisamment, ou ils n'ont pas la motivation nécessaire, ou le market n'est pas là, ou la vision long terme n'est pas là, ou la technologie a des difficultés. Mais ça s'arrête, je dirais, par la communauté et pas par le board, quoi. Merci beaucoup. Ensuite, il y a des questions pour Spi Batignolles. Donc, Claudia Folco, le sponsor. Ah oui, ça a été répondu, je crois. Le sponsor sponsorise la communauté ou le pôle d'expertise. Si Alexis n'a pas répondu, non. Combien de pôles d'expertise de communauté? Pardon, oui. Non, j'allais juste intervenir sur le sponsor. Ouais. Le sponsor sponsorise en fait effectivement le pôle d'expertise, mais ce pôle d'expertise est en lien avec un ensemble de communautés. Donc c'est l'effet en fait de la fusée que j'ai présentée pendant la présentation. Ok. Ensuite, combien de pôles d'expertise et de communautés chez Spi Batignolles? Alors des communautés formelles, hein, parce que effectivement c'est ce que disait Alexis, probablement nous avons des communautés informelles, mais en formel on en a une dizaine. Et des pôles d'expertise? Les pôles d'expertise, c'est ceux que j'ai présentés tout à l'heure, donc il y en a 4. Okay. Une question de Denis Dagenot. Pardon si je prononce mal. En quoi le digital est un élément facilitant pour le déploiement des communautés? Alors, il est surtout facilitant à l'heure actuelle, hein, puisque ça nous permet de garder le contact, de pouvoir animer en fait les communautés et de les faire vivre malgré les distances qui nous séparent. Alors, c'est la question sur les... Et par ailleurs, si je peux rajouter juste une chose, effectivement, chaque communauté a son Teams, son groupe, hein, son outil et ses outils propres à la communication interne du groupe, quoi. Une question de Yamis. Est-ce que les communautés chez Spi Batignolles produisent quelque chose, ou c'est le pôle d'expertise qui rédige les livrables? Et comment Je peux y aller là enfin. Ouais, et j'allais juste te dire, en même temps, Siam, excuse-moi, bascule aussi c'est un peu sur l'organisation. Oui. Donc, excusez-moi, enfin, j'ai pas beaucoup réagi, j'avais des petits soucis sur mon PC. Donc oui, en fait, juste pour rappeler un peu la position de ces pôles d'expertise, hein, qui sont vraiment sponsorisés, pilotés, qui définissent une roadmap et qui se donnent pour objectif de produire des livrables qui sont à destination finalement de la stratégie BIM du groupe. D'accord? Et donc des outils, enfin pas au sens informatique, mais des outils qui permettraient le déploiement du BIM au niveau du groupe. La position aussi stratégique des pôles d'expertise, elle est que, en fait, c'est ces deux axes principaux. C'est la connexion entre les filiales. Pour nous, c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire que le fait d'avoir des personnes de plusieurs filiales, des experts de plusieurs filiales, ça permet vraiment une réelle connexion entre les filiales sur un sujet, je dirais, stratégique. Et enfin, oui, les pôles d'expertise vont animer ces communautés, donc vont avoir dans leur feuille de route un objectif d'animation de ces communautés qui ne sont pas toujours spontanés, donc on va créer ou qu'on va aider à créer et que on va animer. Est-ce qu'on va leur demander des livrables? On verra en fonction de ce qu'ils sont capables d'apporter, puisqu'on leur demande de nous aider à être connectés au terrain, mais aussi on essaye de leur apporter, comme disait Céline tout à l'heure, faire le raccourci, je dirais, entre tout ce que nous on va établir comme veille tous les jours ou comme travail de fond sur le sujet. On va essayer vraiment de les abreuver, on va dire, d'informations, mais on va attendre aussi de leur part de travailler ensemble, de communiquer, mais aussi de nous faire remonter des besoins terrain.
Donc les pôles d'expertise vont se donner comme objectif, oui, de livrer, soit, comme on l'a vu, comme l'a présenté Céline tout à l'heure, des supports de formation, des supports permettant d'homogénéiser nos pratiques autour du BIM. On va travailler sur des sujets de standardisation, on va travailler sur des sujets de pilotage de nos sous-traitants autour du BIM. Même si on avance à plusieurs vitesses, voilà, on va essayer vraiment d'accélérer tout ce qu'on peut accélérer sur l'adoption du BIM au niveau du groupe. Voilà. Super. Merci beaucoup, Siem. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Catherine, tu veux reprendre la parole? Oui, alors voilà, j'ai remis la vidéo. D'abord, un immense merci parce que cette conférence est extrêmement riche. Les témoignages sont vraiment très, très bien présentés, très clairs. Merci pour cette mise en relief, Olivier, et puis pour toutes vos questions. Sachez qu'à nouveau, vous aurez tout le matériel de ce qui a été présenté aujourd'hui, à la fois les présentations en PDF, à la fois le lien d'enregistrement. N'hésitez pas à le revisionner et le partager. Je veux juste terminer pour vous dire que le cycle de conférences continue. Notez la date du 26 novembre. Nous allons poursuivre et approfondir cette thématique de l'hybridation entre structures formelles et non formelles à travers l'animation d'une conférence que distribuera Laurent Simon, qui est professeur à HEC Montréal et qui par ailleurs travaille pour la Mosaïque, le département créativité et innovation qui est lié. Cette conférence traitera tout particulièrement des cas Ubisoft qui a mis en place par le passé des communautés métiers et qui semble être en train de les remettre en cause. Donc c'est intéressant de comprendre pourquoi. Et il parlera également de l'organisation qui couvre l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, précédemment hôpital déjà évoqué dans la conférence animée par Réal Jacob. Une autre conférence à nouveau à vous annoncer, la date n'est pas encore fixée, mais ça sera en janvier, sur une thématique différente, c'est la déclinaison de l'innovation collaborative au travers des évolutions du métier achat. Voilà, donc vous aurez plus de précisions sur tout cela prochainement, avec grand plaisir de vous y retrouver. Merci à vous tous. Et merci à nos invités à nouveau de leur temps de préparation et temps de présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous, oui, et bonne journée pour certains cet après-midi. Merci. Voilà, c'est juste le temps de recevoir les petits SMS là qui font toujours plaisir à ceux qui ont fait ce travail de présentation. Voilà, aujourd'hui nous avions une trentaine un peu moins de 30 personnes.